Bardella. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Vous êtes le président du Rassemblement national. On va parler de la campagne de Marine Le Pen, votre réaction à la candidature de Valérie Pécresse, le meeting d'Éric Zemmour, mais aussi, bien sûr, votre programme. Et puis l'information de la soirée, c'est-à-dire Anne Hidalgo qui demande une primaire ouverte de la gauche, alors que les sondages donnent la gauche effectivement en perdition. On va en parler. Peut-être d'abord une réaction sur ce voyage à Vichy. Plein de symboles du président Macron qui dit, on va l'écouter après, je suis là aussi pour me battre contre l'extrême droite, et puis qui répond à une vichysoise qui lui dit, je ne veux pas changer de prénom, je suis là depuis 3 générations, je suis française. Comment vous réagissez? Je pense que le président de la République, à l'approche de la date fatidique et l'élection, le scrutin présidentiel, qui est la mère de toutes les batailles, je pense qu'Emmanuel Macron cherche à instrumentaliser l'histoire. Il l'a fait tout au long de son quinquennat. Moi, je l'entends accuser d'autres candidats d'instrumentaliser l'histoire de France. Mais c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Emmanuel Macron avait, pendant la dernière élection présidentielle, pour tenter de séduire l'électorat des banlieues, expliqué que la colonisation avait été un crime contre l'humanité dans un média, dans un entretien avec une télévision algérienne, pour ensuite dénoncer la rente mémorielle du FLN. Emmanuel Macron, il était allé, souvenez-vous, pendant l'entre-deux tours de la campagne présidentielle en 2017 à Oradour-sur-Glane, en allant expliquer, en se saisissant de cette abomination qu'ont été les crimes commis à la fois par le régime de Vichy et par l'Allemagne nazie, pour aller expliquer que nous étions, nous, le camp national, au second tour face à lui, peut-être ayant une part de responsabilité là-dedans. Donc on voit bien qu'il y a cette instrumentalisation de l'histoire. Moi, j'ai envie de dire, pensons à 2030 plutôt qu'à 1930. Juste, Et juste un mot quand même, je me souviens qu'entre les deux tours, Marine Le Pen avait eu des phrases sur Vichy où elle disait que c'était pas la France, contrairement à ce que disait Jacques Chirac. Vous vous souvenez? moi, je Et pense elle avait été que... contestée, d'ailleurs, ça avait été très discuté. Elle avait voulu prendre un peu la position de François Mitterrand contre celle de Jacques Chirac. C'était intéressant, c'était une volonté. Non, mais si vous voulez, nous, enfin, ce qu'on veut faire, c'est sortir de la repentance. C'est sortir de cette politique dans laquelle nous plonge la gauche, l'extrême gauche, dans laquelle est tombé un peu Emmanuel Macron en donnant des gages à ce qu'on appelle ce mouvement wokiste, qui vise à expliquer qu'on a toujours tout fait mal, que la France a commis les pires horreurs, les pires crimes de l'humanité. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron en expliquant que nous avions fait en Algérie en été un crime Enfin, contre l'humanité. là, Sur Vichy, là c'est pas être wokiste, hein. sur Vichy, nous on a été extrêmement clair là-dessus. Moi, je ne crois pas que Pétain ait sauvé des juifs français. Je pense que le régime de Vichy a été une abomination, que le régime de Vichy, ça a été des lois antisémites. Et surtout, moi, je pense que la France, elle était à Londres. Voilà, et que la France, elle a été, durant plusieurs années, aux côtés du général de Gaulle et aux côtés des résistants de l'île de Saint et de tous ceux qui se sont battus pour que la France reste la France, qu'elle reste libre et pour ne pas se soumettre à l'Allemagne nazie. Oui, mais ça reste encore une discussion pour vous, alors que Jacques Chirac a dit Vichy, c'était la France et il faut assumer notre responsabilité. Non, moi, j'ai pas de, si vous voulez, je n'ai pas de débat là-dessus. C'est la responsabilité des dirigeants de l'époque. Mais on a tendance quand même à oublier qu'une grande partie des dirigeants de l'époque, et notamment de l'Assemblée de députés qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, était en grande partie issue de la gauche, notamment de la SFIO, c'est-à-dire l'ancêtre du Parti Il y avait des socialiste. socialistes, On a un peu absolument. tendance à l'oublier. Il n'y avait pas que, mais il y en avait absolument. Oh, une très grande partie. Un mot quand vous dites clairement, nous condamnons clairement Vichy et Pétain. C'est vrai qu'y compris le président Macron, il a l'air d'avoir une forme de riposte ou de réponse à Éric Zemmour qui a affirmé, y compris sur ce plateau, que Pétain avait sauvé les Juifs français, guillemets. Donc bon, pour vous, il faut faire la différence très nettement sur cette question. C'est-à-dire? Enfin, je veux dire, vous, quand vous dites ça, vous dites aussi à Éric Zemmour, attention, ça c'est quelque chose qu'on Ah non, mais n'accepte nous, on pas. est en désaccord total avec Éric Zemmour là-dessus. De la même manière que lorsque Éric Zemmour a abordé à plusieurs reprises un retour qui pourrait faire en arrière sur l'abrogation des lois mémorielles, et notamment de la loi Guesso, ça serait aujourd'hui... Sur l'interdiction voilà, exactement. des appels à la discrimination Tout à raciale. fait. Ça serait ouvrir la boîte de Pandore de l'antisémitisme en France. Et revenir sur des lois qui peuvent être critiquables. Moi, j'entends le débat qu'il peut y avoir sur les historiens sur cette question précise. Et Madame Veil avait d'ailleurs été extrêmement réticente à la mise en œuvre de cette loi, Simone Veil, à l'époque. Elle qui avait subi au plus profond d'elle-même, au plus profond de son âme, la déportation des camps nazis. Mais revenir aujourd'hui sur de telles lois,
serait créer des fractures, je dirais, imprescriptibles dans le pays. On est un état tel de division de la société française que le pays il a besoin d'unité, que le pays il a besoin de rassemblement, et surtout que la France a besoin de regarder plutôt vers 2030 que de se tourner systématiquement vers ce que nous aurions pu éventuellement mal faire dans notre passé. Emmanuel Macron a passé son temps à engager notre pays dans ce qu'on appelle la déconstruction, dans ce que Peggy appelait les maîtres du renoncement, dans toute cette logique qui a amené Emmanuel Macron à dire qu'il fallait déconstruire l'histoire de France, qu'il n'y avait pas de culture française, que la France devait reconnaître sa responsabilité à l'égard de l'Afrique et à l'égard de l'Algérie. Il faut tourner le dos à tout cela. L'histoire de France, elle a été belle, elle a été glorieuse. Nous avons commis des erreurs, mais mieux vaut transmettre ce que la France a fait de beau et de juste. Et je pense que c'est ce que nous devons aussi aux générations d'étrangers qui arrivent. Les attaques personnelles d'Éric Zemmour, pardon, contre Emmanuel Macron, non, enfin ça fait partie maintenant, on parle beaucoup de tous ces candidats et ces non-candidats ou ce président, mais vous avez vu les attaques personnelles d'Éric Zemmour contre le président Macron sur le fantôme, le mannequin en plastique, il n'est pas fini. Est-ce que vous trouvez qu'il a dépassé une ligne rouge ou est-ce que vous trouvez qu'après tout, c'est le jeu politique? Moi, ce que je déplore, c'est que Éric Zemmour ne s'attaque jamais à Emmanuel Macron. Il ne s'attaque jamais à la politique qu'a mis en œuvre Emmanuel Macron. Là, il s'est attaqué très personnellement à la personne. À la politique d'Emmanuel Macron. Quand il dit Emmanuel Macron, finalement, sa personne, en tout cas la personnalité politique qu'il a incarnée importe peu. Il incarne quelque chose, Emmanuel Macron. Il a incarné pendant tout son quinquennat celui qui a mis à feu et à sang les rues du pays avec une répression qui a été violente à l'égard de ce mouvement populaire qu'ont été les Gilets jaunes. Emmanuel Macron, il incarne l'impuissance à l'égard de l'insécurité, à l'égard de l'immigration clandestine où on a battu tous les records. Donc moi, je veux dire, je n'en ai pas après la personne d'Emmanuel Macron. Je respecte la personne d'Emmanuel Macron. Mais j'ai des critiques extrêmement fortes à faire à l'égard du président de la République, à l'égard d'Emmanuel Macron. Et nous, notre adversaire, c'est peut-être la différence qu'on a là avec Éric Zemmour. C'est qu'Éric Zemmour, il a passé son temps à taper contre tout le monde, y compris contre Marine Le Pen. Éric Zemmour formule une critique qui est juste, que je partage sur le déclin français, sur le déclin de notre pays, sur un certain nombre d'aspects. Mais il ne peut pas s'en prendre systématiquement à Marine Le Pen, qui est pour le coup la seule responsable politique qui a tiré la sonnette d'alarme sur l'immigration bien avant tout le monde et qui a aucune responsabilité dans la situation du pays. Notre adversaire, c'est Emmanuel Macron. L'adversaire de Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron. Et en tout cas, nous ferons tout pour que Marine Le Pen soit élue présidente de la République face à Emmanuel Macron. Plus de 22 000 adhérents depuis dimanche. Reconquête pour le parti de Zemmour, un meeting assez spectaculaire avec des violences que vous condamnez? Je condamne toutes les violences, y compris celles qui ont visé Éric Zemmour. Et je vais vous dire, je m'étonne que l'information soit quasiment devenue secondaire. C'est-à-dire qu'un candidat à l'élection présidentielle qui tient son meeting, qui nécessite la mobilisation de plusieurs centaines de policiers pour assurer la bonne tenue de son meeting. Vous avez vu que le responsable de cette agression est un candidat LR qui aurait voté Éric Ciotti, et donc il y a un militant, pardon, un militant. Vous savez, moi je suis prudent avec ça. Non, en tout cas, c'est ce que disent Pour le coup, je ne tirerai pas le... Mais vous avez vu les scènes aussi, vous avez vu les scènes contre les militants antiracistes? Ce que je déplore. Mais oui, il y a toutes les violences. Je condamne toutes les violences. Je dis juste que quand on est candidat à l'élection présidentielle, on doit pouvoir tenir un meeting sans se faire agresser et sans se faire attaquer par l'extrême gauche. J'ai été moi-même il y a quelques jours à la Guillotière à Lyon, lorsque je me suis rendu dans ce quartier qui est aujourd'hui totalement tenu par les dealers, où les commerçants sont menacés. Tous les jours où je me suis rendu avec un de vos confrères pour faire une émission de télé, nous avons dû mobiliser près de 300 policiers pour pouvoir tenir cette émission parce que l'extrême gauche tentait de nous empêcher. On doit pouvoir faire un meeting en France sans que des types d'ultra-gauche viennent avec des cocktails Molotov, viennent avec des grenades de désencerclement dans un meeting. Et que des militants d'ultra-droite frappent d'autres militants ou parfois sortent des journalistes ou huent des journalistes. Je condamne tout cela. Et vous savez, enfin, la force que nous avons, nous, est d'avoir un parti politique. Quand vous avez un parti politique, que vous avez des cadres, que vous avez des élus, que vous avez des militants, que vous avez une organisation, croyez-moi qu'il n'y a pas 50 types d'ultra-droite qui débarquent dans le meeting. D'accord, donc c'est un peu un manque de professionnalisme pour vous. Je pense qu'Éric Zemmour est extrêmement seul aujourd'hui. Il est extrêmement seul. 22 000 adhérents, vous en avez 50 000.
Oui, enfin, chiffres selon les organisateurs, chiffres selon la police. Bon, il y a évidemment du monde à ce meeting, mais moi je m'interroge aujourd'hui sur le fond, sur la plus-value de la candidature d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il a dit, je vais rassembler les gens des Républicains, je vais rassembler les gens du Rassemblement national. C'est quelqu'un qui est extrêmement seul aujourd'hui et qui, je crois, n'est pas équipé pour se lancer dans une campagne présidentielle. Je l'ai dit et je le redis, dans un certain nombre de ses analyses, il fait preuve, à mon sens, d'une brutalité qui n'est pas nécessaire. Quant à ce qu'il propose aujourd'hui, je ne vois pas de différence avec ce que propose Marine Le Pen. Donc, quel est l'intérêt de sa candidature? À qui profite le crime? Parce que quand je regarde moi, les intentions de vote, je me dis que le seul qui se réjouit de voir une petite partie des voix de Marine Le Pen partir sur les intentions de vote d'Éric Zemmour, même si je ne suis pas convaincu qu'il aille au bout, eh bien c'est Emmanuel Macron. Parce que pendant ce temps-là, Emmanuel Macron n'est pas attaqué et est en tête du premier tour. Alors, il y en a une autre peut-être qui peut s'en satisfaire, c'est Valérie Pécresse, que vous connaissez bien, puisque vous étiez face à elle. Je siège en Ile-de-France avec elle depuis, enfin du moins contre elle, enfin dans son assemblée depuis 2015. Voilà, et puis vous avez été tête de liste pour le RN aux dernières élections pour l'île régionale, et vous avez fait un score de 10%, elle a fait 46% au second tour. Avec 30% de participation. Avec 30% de participation, effectivement, mais enfin les chiffres sont là. Vous la connaissez donc, et aujourd'hui, depuis 3 jours, il y a 3 sondages qui la mettent en forte progression et au même niveau que Marine Le Pen, sinon devant, et donc au deuxième tour, à égalité peut-être avec Marine Le Pen, sinon devant, sinon elle-même. Donc, je sais pas, vous devez vous dire, oulala, ça chauffe, non? Non, mais je me dis, ça c'est le feuilleton. Je vous ai entendu utiliser ce terme tout à l'heure sur le plateau précédent, vous dites c'est le feuilleton. Ah oui, c'est le feuilleton. Je veux dire, l'acte 1, c'était à l'automne, c'était Zemmour, la nouvelle star de la campagne, celui qui va bouleverser les équilibres, bouleverser la campagne, peut-être même être élu dès le premier tour. Et là, maintenant, on ouvre l'acte 2 avec Valérie Pécresse, la Angela Merkel française, la nouvelle étoile de la droite. Bon, la campagne présidentielle est très longue. Permettez-moi de vous rappeler qu'en 2016, lorsque François Fillon a été choisi, désigné comme candidat des Républicains à l'époque, il a pris 10% en 24 heures dans les sondages. On sait comment 9%. Ça a terminé. Et il était monté à 30%. Et lorsque Benoît Hamon a remporté la primaire de la gauche, il était crédité à 18% dans les sondages. Il a fini à 6%. Donc la campagne est extrêmement longue. Sur le fond, il y aura donc 2 candidats macronistes dans cette élection présidentielle. Puisque moi, je me réjouis de voir qu'il y a quand même 40% de patriotes qui ont voté Éric Ciotti au sein des Républicains. Et qu'il y a 40% d'adhérents des LR qui ne souhaitent pas que leur candidate à l'élection présidentielle soit une candidate Macron-compatible. Parce qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, elle aurait pu être ministre d'Emmanuel Macron. Et c'est Bruno Le Maire qui le dit d'ailleurs, le ministre de l'économie, qui était aux Républicains avant et qui a dit « Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que Valérie Pécresse se présente, elle pense comme nous. Elle est comme nous, elle a le même profil que nous, elle pense la même chose que nous, elle mettra en œuvre la même politique. Donc, quelle est la plus-value de sa candidature ?» Et puis... Alors, pardon, mais moi qui ai animé un certain des débats sur les Républicains, son programme sur l'immigration et sur la sécurité est une critique de l'action du président Macron. Mais comme tous les candidats de façon assez vigoureuse. Mais comme tous les candidats de droite, depuis 30 ans, 6 mois avant les élections. Valérie Pécresse, elle a été au pouvoir. Enfin, je veux dire, elle ne sort pas de nulle part. Valérie Pécresse, elle a été la ministre du budget de Nicolas Sarkozy qui a supprimé 12 500 postes de policiers et gendarmes. Moi, je siège à la région Île-de-France depuis maintenant près de 7 ans avec Valérie Pécresse comme présidente de région. Elle a donné des dizaines de milliers d'euros à des associations pro-migrants qui prennent en charge les mineurs isolés. Elle finance avec l'impôt du contribuable d'Île-de-France, francilien, les seringues qu'utilisent les types qui déambulent, les fumeurs de crack, de joints, à la Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris, les seringues sont financées par la région, les pipes à crack, pardon, sont financées par la région Île-de-France. Et puis elle a signé, souvenez-vous, en 2010, une tribune aux côtés de Rokhaya Diallo et aux côtés de Christiane Taubira qui s'appelait « Pour une République multiculturelle et post-raciale ». Et moi, j'ai été voir un peu ce qu'il y avait dans cette tribune. Et il y a à peu près dans cette tribune tout le logiciel de la gauche et de l'ultra-gauche depuis 20 ans. C'est un texte... Franchement, Valérie Pécresse, ultra-gauche, écoutez, c'est quand même pas très crédible. Mais quand on signe, vous avez raison, aucun candidat LR n'est crédible dans cette campagne. C'est cette affirmation qui n'est pas très crédible. Mais écoutez, elle a signé, vous irez vérifier, ça circule un peu sur les réseaux sociaux, elle a signé une tribune avec Mme Taubira et Mme Diallo, dans laquelle on dénonçait les discours qui critiquaient l'immigration, dans lequel on affirmait que la France était une société qui était imprégnée de préjugés coloniaux, dans lequel on expliquait qu'il fallait retirer le roman national pour aller vers une mémoire plurielle. Et on y dénonçait aussi le modèle trop blanc et masculin de l'identité nationale. Vous pouvez vérifier, ce texte s'appelle pour une République
multiculturelle et post-raciale. Donc il y a énormément d'incohérences dans le discours de Valérie Pécresse. Maintenant que les LR... Alors, vous reconnaîtrez qu'aujourd'hui, c'est pas du tout son discours et qu'elle a un discours Mais quelle est la très, sincérité et puis même pendant sa campagne d'Île-de-France. Moi, je ne défends pas, je regarde Mais oui, mais le les discours... faits. Mais bien sûr qu'à 6 mois des élections, la droite parle comme le Rassemblement national, mais Nicolas Sarkozy avait fait la même chose. Et au pouvoir, il a fait rentrer 1 500 000 personnes. Il a supprimé, avec Madame Pécresse comme ministre, la double peine qui nous empêche aujourd'hui d'expulser les délinquants et criminels étrangers. Donc, quelle est la sincérité de ces gens-là? Quelle est la sincérité de ces gens-là qui se font élire sur une ligne Rassemblement national et qui font une politique de gauche lorsqu'ils sont au pouvoir? Quelle est la sincérité de Valérie Pécresse qui appelle à voter Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle il y a 5 ans pour maintenant se présenter contre Emmanuel Macron? J'en termine. Quelle est la sincérité de Madame Pécresse quand elle quitte les Républicains en 2019, après les élections européennes, pour dénoncer la ligne Wauquiez, c'est-à-dire une ligne forte, de droite assumée, de droite de conviction, dont moi je me sens proche, pour quelques mois, quelques années plus tard, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, se faire élire à la présidence des Républicains sur la ligne de Laurent Wauquiez. Donc quelle est la sincérité de ces gens-là? Et je me pose la même question avec M. Ciotti. Moi, je signe le discours d'Éric Ciotti. On parlait du discours, moi le discours d'Éric Ciotti, je signe demain matin. Il a été acclamé chez Éric Zemmour aussi. Aux élections régionales, quand il y a eu un affrontement au second tour entre Thierry Mariani, qui était soutenu par le Rassemblement national, qui est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, et M. Muselier, qui était soutenu par Emmanuel Macron, Éric Ciotti, il a appelé à voter pour le candidat d'Emmanuel Macron. Donc, moi, je me mets à la place des électeurs, des militants LR, qui se disent on ne veut pas se faire voler l'élection présidentielle une deuxième fois de suite. Et si, j'entends très bien, et certains électeurs et vos électeurs peut-être entendent très bien ce discours, mais il y en a aussi d'autres, apparemment, dans ce que montrent les intentions de vote à cette heure-ci, qui se disent et si Valérie Pécresse faisait la synthèse et qu'elle était la seule, au contraire, compétente, crédible, expérimentée, et qui pouvait appliquer un certain nombre de mesures qui sont lancées par ou Marine Le Pen ou Éric Zemmour, mais dont on sait qu'elles ne seront jamais appliquées parce qu'ils n'arriveront pas au deuxième tour. Je vous rassure, ça c'est le feuilleton médiatique. Ça, c'est le feuilleton qu'il faut écrire aujourd'hui autour de la candidature de Valérie Pécresse. Je veux dire, en 24 heures, prendre 11 points dans un sondage, ça veut dire qu'on a pris en 24 heures 3 300 000 voix. Donc je veux bien qu'on puisse convaincre des gens en campagne, mais de là à ce que 3 300 000 personnes changent d'avis en 24 heures, ça me paraît un peu gros. Bon, donc la campagne présidentielle est encore très longue. Je pense que Marine Le Pen sera au second tour de l'élection présidentielle parce que je pense que l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est de sauver la France. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne reconnaissent plus leur pays, qui ont le sentiment que le pays dans lequel ils ont grandi a considérablement changé de visage. Et je pense qu'au terme de cette élection présidentielle, la France sera française ou ne sera plus. Et celle qui peut incarner ce sursaut national, qui peut mettre derrière elle une partie des électeurs des Républicains. Avec Emmanuel Macron, la France ne sera plus française ? Je pense qu'Emmanuel Macron ne défend pas en tout état de cause les intérêts français. Je pense que quand on fait rentrer chaque année dans notre pays 400 000 personnes de manière légale, 900 000 clandestins selon M. Stefanini, Attendez, mais allez jusqu'au bout de ce raisonnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emmanuel Macron ne serait pas français, qu'il y a quelque part l'idée d'une forme de trahison, c'est ça que vous dites? Je pense qu'Emmanuel Macron est en tout cas politiquement un déconstructeur et un liquidateur lorsqu'il vend la branche énergie d'Alstom à des intérêts étrangers et notamment aux Américains. Il fait fi des intérêts français, il brade, il liquide l'industrie française. Lorsqu'il explique, il fait campagne en expliquant qu'il n'y a pas de culture française, que la France a commis le crime des crimes en Algérie. Il déshonore l'histoire de France qu'il est censé représenter, qu'il est censé porter. Donc, en vérité, il a parlé aussi d'autres choses sur le FLN et la rente de situation du FLN. C'est un choix de civilisation. Quand on fait rentrer des centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays, quand on est impuissant à ce point-là face à la montée de l'islam politique dans notre pays, eh bien, oui, on n'agit pas pour les intérêts français. Alors, Jordan Bardella, quand on vous entend comme ça, très, très énergique, très véhément, on voit aussi, et on regarde les sondages de Marine Le Pen, que j'avais sur ce plateau il y a une semaine, et dont on voyait aussi qu'elle avait résisté en quelque sorte à la première offensive d'Éric Zemmour, puisque il ne l'avait... médiatique. Offensive sondagière, médiatique, mais c'est plus compliqué parce que, vous savez bien, quand il y a des gens qui suivent un candidat, c'est pas seulement médiatique. Donc nous, journalistes, vous, politiques, vous devez regarder un phénomène d'opinion, qui vous plaise ou non. Donc il existe aujourd'hui. Et à l'inverse, vous voyez aussi que Marine Le Pen,
elle a perdu 10 points dans les sondages et elle est aujourd'hui à égalité. Elle n'est plus la favorite pour le moment. Elle peut remonter, bien évidemment. La campagne va décider. La campagne de janvier au mois d'avril, il reste beaucoup de choses, beaucoup de chemin. Mais il se passe quelque chose sur la crédibilité, peut-être la compétence. Et je vous donne un exemple. Sur le pass sanitaire et sur l'épidémie, est-ce que lorsque elle dit pas question de pass sanitaire, lorsque je lui demande si vous étiez présidente, est-ce que vous appelez les Français à se faire vacciner, et qu'elle me dit non, c'est une affaire individuelle, alors que beaucoup de médecins disent c'est d'abord, le vaccin c'est de l'altruisme, on le fait aussi pour les autres, pour ne pas transmettre ou pour en tout cas Le se vaccin n'empêche protéger. pas la transmission. Bien sûr, bien inférieure, mais la transmission est inférieure et c'est une façon de se protéger collectivement. Est-ce que vous n'êtes pas encore le parti protestataire? Vous n'êtes pas le parti anti-tout, anti-vax, anti-pass, anti-tout, quoi. Et dans cette position-là, il y a une question de compétence, de crédibilité, malgré tout, sur cette question de la crise sanitaire. Non, je ne le crois pas. Je pense qu'une grande partie des mesures que nous avions plébiscitées extrêmement tôt dans cette crise sanitaire ont été mises en place très tardivement. Je vous rappelle que nous avons été les premiers, dès d'ailleurs le mois de janvier 2020, à demander au gouvernement de fermer les frontières et d'arrêter les liaisons aériennes avec des pays qui étaient des pays foyers de l'épidémie, et notamment à cette époque la Chine. Le gouvernement nous avait expliqué à l'époque que le virus n'avait pas de passeport, pour 6 mois après nous expliquer qu'il fallait mettre en place des contrôles aux frontières. Ça a été mis en place très tard, très bien, mais nous l'avions dit très tôt. Franchement, je veux bien qu'on nous fasse un certain nombre de reproches. Je veux bien qu'on soit même en désaccord avec nous. C'est la démocratie, c'est le jeu démocratique. Mais je pense que personne ne peut dire que Marine Le Pen n'a pas eu raison très tôt sur un certain nombre de sujets avant toute la classe politique. Mais aujourd'hui, il n'est pas appelé à la vaccination. Non, on a fait un choix qu'on assume. On a dit les Français sont parfaitement libres de leur choix. Parce que si nous avions un vaccin dont on était quasiment certain que le vaccin permettrait d'empêcher les cas graves, c'est le cas aujourd'hui, et surtout de limiter la transmission, du moins d'empêcher la transmission. Mais alors, mais moi, je signe tout de suite. Donc, on a dit les Français. Mais même avant de le savoir, vous ne signez pas. Même avant de savoir madame, ça, voyez bien que... même avant de le savoir, vous ne laissez pas. Est-ce qu'il y a pas... Pardon de ne pas être un bouton, de ne non. pas suivre la communication de M. Véran, qui dit tout et le contraire de tout. Pardon d'être prudent. Mais sur ce sont des médecins, ce sont des médecins. Mais donc vous voyez bien qu'il y a un petit côté anti par principe. Mais quoi. pas anti par principe. Ça, le premier confinement, ça, c'est pas de la compétence. Mais c'est faux, madame. Le premier confinement, on l'a soutenu parce qu'on n'avait pas d'autre choix devant une maladie qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, on a du recul. On sait que 90% des gens qui sont à l'hôpital sont des gens qui ont plus de 65 ans. On connaît les profils à risque. Et je vais même vous dire, on a eu raison de dire aux Français... c'est de votre liberté de vous faire vacciner. Quand je vois que la haute autorité de santé... 9 personnes sur 10 qui sont en réanimation ne sont pas vaccinées. Madame, quand je vois que la haute autorité de santé ne recommande plus l'utilisation du vaccin Moderna sur les jeunes de moins de 30 ans, parce qu'on a vu une recrudescence des myocardites, vous ne croyez pas que les Français ont le droit de se renseigner, pendant qu'ils ont le droit 2-3 jours, de savoir... 132 cas sur 100 000. Vous me parlez des médecins. Mais moi, j'entends des médecins aujourd'hui, y compris des médecins comme le docteur Kierzek qui officie sur votre chaîne, et qui nous disent que la vaccination des enfants, contrairement à ce que dit le gouvernement, n'aurait aucun impact productif, et qu'il ne serait pas utile de vacciner des enfants dont on sait qu'ils ont un risque dérisoire, infime, de contracter une forme grave. Donc, on est pour la liberté vaccinale. Moi, je suis vacciné. Je suis pour le vaccin et je considère que l'ARN messager... Pas encore, et j'ai eu qu'une dose pour l'instant parce que j'ai déjà eu le Covid. Mais je pense que les Français ont le droit à cela. Je veux dire, on n'a pas à leur imposer. Les Français sont un peuple majeur, quasiment vacciné à près de 90%. Mais quand je vois que parmi les publics à risque, il y a encore 11% des plus de 65 ans qui ne sont toujours pas vaccinés, eh bien, moi je dis, il vaut mieux concentrer les efforts de communication à destination de ces publics-là, qui sont des publics effectivement à risque, que sur des publics qui, comme ma tranche d'âge, a un risque dérisoire de contracter une forme grave. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va vivre ad vitam aeternam avec des restrictions? Le vaccin, il n'empêche pas la circulation. On voit bien que 90%... il protège de façon incroyable. Mais même ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Mais je suis d'accord avec vous. Je dis juste qu'on nous a expliqué que le vaccin serait la solution miracle. On voit là qu'on a une 5e vague et qu'on est obligé d'appliquer des restrictions et des fermetures pour des entreprises françaises. Et vous, votre problème, c'est de ne pas rompre avec une certaine population qui est anti-vax, qui est anti-pass, qui est gilet jaune dans certains cas, et
et qui vous embêtent parce que vous ne voulez pas, les choquer, vous ne voulez pas les perdre. Pardon de ne pas être le Vous ne voulez pas porte-parole les de perdre. M. Véran. Je suis Mais désolé. c'est pas politique. Je ne suis pas le porte-parole C'est de pas M. Véran. politique. On a le droit encore en démocratie d'être en désaccord avec eux. Enfin, vous me direz s'ils avaient des résultats super, même je veux dire, mais je signe direct. Mais quand on a des résultats aussi pitoyables que le gouvernement sur tous les plans, je veux dire, pas seulement sur le plan sanitaire, sur le plan migratoire, sur le plan sécuritaire, les Français ne se sentent plus protégés, mais partout. Quand on voit que le gouvernement a supprimé 5700 lits en 2020, c'est-à-dire cette année, en pleine année de rush sanitaire, il supprime 5700 lits. Pourquoi ? 40% des soignants sont aujourd'hui à bout et disent vouloir changer de profession. Pourquoi ? Donc on a le droit d'être en désaccord avec des choix politiques qu'on considère comme mauvais et d'en proposer d'autres. Alors, un petit mot d'actualité sur la gauche, c'est pas du tout votre famille politique, mais Anne Hidalgo ce soir a appelé à une primaire de la gauche, à un vote des citoyens de gauche. Et il y a un nom qui a commencé à circuler, là, avant que vous n'arriviez, qui était celui de Christiane Taubira, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'aimerais pas être un électeur de gauche aujourd'hui, pour être totalement franc et totalement honnête. Je pense que je pense que la gauche a sombré durant ce quinquennat. Parce que la gauche a remplacé la lutte des classes par la lutte des races. La gauche a abandonné tous les symboles républicains. Elle préfère aujourd'hui Assa Traoré à Mila. Elle préfère défendre Pas toute la gauche, une très grande partie de la gauche, défendre le voile et le burkini plutôt que de défendre la laïcité. Elle préfère plutôt, encore une fois, que de soutenir des symboles laïques comme Zineb El Razoui ou comme Mila, aller soutenir, aller défiler aux côtés du CCIF en novembre 2020 Pas dans toute cette la gauche. manifestation. Reconnaissez qu'elle est divisée sur cette question. Elle est divisée sur cette question. J'entends très peu de voix à gauche Elle est divisée. s'élever contre cela. Moi, j'ai vu une grande partie Anne des Hidalgo, responsables par de exemple, gauche. est très claire sur la République. Elle n'est pas très claire sur la République. Moi, j'ai vu des élus de la mairie de Paris. J'ai vu M. Jadot d'Europe Écologie Les Verts. J'ai vu les amis de M. Mélenchon et M. Mélenchon lui-même, des députés de la France Insoumise comme M. Quatennens, aller manifester en novembre 2020 dans cette manifestation de la honte aux côtés des islamistes du CCIF qui a été dissous par le ministère de l'Intérieur pour sa publicité qu'elle faisait du fondamentalisme islamiste. Mais vous savez bien qu'ils ne sont pas d'accord là-dessus entre eux. Et c'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'ils n'ont pas de candidature unique. C'est un des grands problèmes à l'intérieur de la gauche. Moi, ce que je regarde aujourd'hui, c'est que les idées que nous défendons sont majoritaires dans le pays. Qu'il y a une majorité de Français qui considèrent que leur pays est en train de changer sous le poids de l'immigration massive, qui considèrent que l'islam politique représente un danger pour la République et un danger pour la société française, qui considèrent que cette Union européenne aujourd'hui est en train de nous mener dans le mur, qui considèrent aujourd'hui que de plus en plus de compatriotes ont des difficultés à boucler les fins de mois, à régler les factures de gaz et d'électricité. Et je note qu'il n'y a pas une seule des idées que nous proposons qui est minoritaire dans le pays. Donc je crois que ce moment populiste, ce grand mouvement populaire, de permettre à l'ensemble des Français de porter au pouvoir une politique de bon sens, une politique nationale, de protection de leur identité, de protection de leur modèle social, de protection de l'emploi par le patriotisme économique, ce moment il est venu. Et je dis aux Français, la réélection d'Emmanuel Macron entraînerait un nouveau quinquennat de violence, de désordre. La réforme des retraites va arriver, les nouveaux accords de libre-échange, ils vont arriver. Et on aura sans doute l'occasion d'en parler dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous attendez de la conférence de presse de demain ? Mais je n'en attends rien parce que je veux dire, on s'est opposé avec Emmanuel Macron là-dessus lors des élections européennes. On a une vision radicalement différente de l'Union européenne. Emmanuel Macron, il considère que la nation c'est du passé, que l'Europe des nations, c'est terminé, qu'il faut dissoudre la France dans une Europe fédérale. Ils veulent faire de la France les États-Unis d'Amérique. Ils veulent faire de la France l'Alabama. Ils veulent que nous prenions le volant qui nous permet de conduire la nation française pour aller le remettre à Bruxelles et à Berlin. Donc on est en désaccord total et pendant ce temps-là, nous on construit avec l'ensemble des forces souverainistes en Europe. Marine Le Pen était il y a quelques jours auprès du Premier ministre hongrois, M. Orban. Elle était il y a quelques jours en Pologne auprès du Premier ministre polonais. On multiplie les contacts, on travaille. Et pour le moment, il n'y a pas de groupe qui se constitue. Tout changer en Europe sans rien détruire. Pour le moment, le groupe ne se constitue pas encore. A oublié ce qu'elle était. L'Europe, pour moi, c'est pas Madame von der Leyen, c'est pas Frontex qui est aujourd'hui une hôtesse d'accueil pour migrants. Pour moi, l'Europe, c'est une civilisation qui a inventé les nations
Et effectivement, la France a un rôle très important là-dedans. Donc, ce qu'on souhaite faire aujourd'hui en Europe, c'est une Europe des nations, c'est une Europe qui protège, c'est une Europe qui a marché, qui a fait Ariane, qui a fait Airbus, des coopérations entre États, mais certainement pas l'Europe de Bruxelles qui nous affaiblit, qui met en concurrence déloyale l'ensemble de nos filières agricoles avec des produits du monde entier et qui fait peser évidemment à la baisse sur les salaires, les salaires des travailleurs français. Merci. Merci beaucoup. Jordan Bardella d'être venu sur notre plateau. Je vous disais, l'actualité de la soirée, c'est Anne Hidalgo, on va la réécouter à l'instant. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.